Cher Raphaël Matta-Duvigneau, cher Pascal Bertoni, mesdames et messieurs, chers collègues, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir été sollicitée pour ouvrir ce colloque consacré au droit à l'éducation. Colloque organisé donc par Pascal et Raphaël, tous deux maîtres de conférence en droit public à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Spécialiste du sujet, co-auteur d'un important dictionnaire critique du droit de l'éducation en 2 volumes, paru récemment, dont j'ai personnellement eu l'occasion de mesurer déjà la très grande utilité. Vous m'excuserez le fait que j'ai commencé par lire l'article qui porte sur les instituts d'études politiques, qui est rédigé par Gabriel Lecker, ami et collègue avec qui j'ai siégé au comité de direction des Sciences Po de région pendant de nombreuses années, et dont l'article est tout à fait remarquable. Ce colloque est organisé avec le soutien de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et de son laboratoire VIP dédié aux institutions publiques. Il est aussi soutenu par le centre de recherche Léon Duguy de l'université d'Évry et la Maison des sciences de l'homme de Paris-Saclay. Et évidemment, je suis très heureuse d'ajouter le soutien modeste mais réel de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Il n'est pas complètement anodin que ce colloque ait lieu sur un campus dont les premiers bâtiments ont été construits avant la Première Guerre mondiale pour accueillir l'une des premières écoles normales d'institutrices. Campus qui fut un haut lieu de commandement de l'occupant nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les murs de Meulière étaient alors recouverts de peintures sombres et le drapeau de la République, qui nous est si cher, remplacé par la croix gammée. J'ai vu les photos, c'est très impressionnant. Le fait d'avoir en tête cette histoire à l'instant où on commence ce colloque nous montre à la fois le caractère précieux et fragile du droit de l'éducation à l'éducation qui vous réunit aujourd'hui. Ce campus accueille aujourd'hui donc le dernier né des instituts d'études politiques, doté d'une chaire citoyenneté particulièrement investie dans les sujets qui ont trait à l'éducation. À titre d'exemple, nous avons mené en 2017 et 2018, en partenariat avec le CNESCO, qui est sans doute une institution qui vous est familière, et l'Université de Nice, la première grande enquête nationale sur l'éducation à la citoyenneté à l'école. Enquête menée auprès d'un échantillon de plus de 10 000 élèves de collèges et de lycées, publics, privés, intégrant d'ailleurs l'enseignement technologique et professionnel. Enquête dont les premiers résultats, mais de tout premiers résultats, ont déjà été diffusés par le CNESCO, mais qui sont d'une grande richesse et qui sont évidemment encore en cours de traitement ici même. Autre exemple de l'intérêt de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye sur ces sujets, le projet recherche encadré de nos étudiants de 2e année pour la rentrée prochaine est consacré à une grande enquête sur la formation des détenus que nous menons en partenariat avec l'Éducation nationale et la direction de l'administration pénitentiaire. Autant dire qu'apporter le soutien de l'IEP que je dirige à ce colloque rassemblant d'éminents juristes engagés dans la construction et le décryptage du droit à l'éducation relevait évidemment pour moi de l'évidence. Si l'école et l'université constituent des viviers sans aucun doute importants de contentieux dans un domaine qui, à l'image de l'ensemble de notre société, se judiciarise, le droit à l'éducation relève de ces droits fondamentaux dont les contours encore flous se dessinent chaque jour. Pour en éclairer les logiques, Raphaël et Pascal, vous avez réuni les meilleurs spécialistes et nous vous en savons gré, tant les questions que vous nous aiderez à comprendre au cours de ces 2 journées sont essentielles pour l'avenir de notre société. Vous avez lu comme moi, sans doute, dans Le Monde du jour, les inquiétudes des familles et des professeurs principaux concernant Parcoursup, qui interrogent notamment l'égalité des enfants face à un dispositif qui conserve encore de lourds secrets pour les premiers bénéficiaires. Vous suivez comme moi, avec peut-être parfois autant de circonspection que moi, certaines évolutions de notre enseignement supérieur, survenant de façon impromptue, changeant les règles du jeu et laissant nombre d'acteurs engagés dans notre monde perdu. Voilà pourquoi aussi ce colloque est important. Parce qu'interroger le droit à l'éducation, droit de l'enseignement scolaire, droit de l'enseignement supérieur, c'est aussi nous outiller pour mieux enseigner. Chers collègues, c'est consacrer l'importance sociale d'un monde professionnel dont les acteurs ont besoin de repères pour agir efficacement
autant que de soutien et de confiance. Et j'ai retenu de mes lectures anciennes en sociologie du droit que les outils juridiques faisaient partie des repères au service de tous pour avancer dans le réenchantement du monde. Voilà pourquoi je vous remercie infiniment pour votre engagement scientifique au service de notre communauté et puis de toute la société. Et je vous souhaite un très bon colloque. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voulais tout d'abord remercier beaucoup de gens. Je voulais remercier évidemment Madame Braconnier de nous avoir prêté ces magnifiques locaux. L'IEP de Saint-Germain est un cadre très très agréable, surtout dehors, ici aussi, mais c'est très... Par rapport à, évidemment, notre université, qui est une université beaucoup plus minérale, qui est très agréable, là, nous n'avons vraiment pas à nous plaindre, mais ce n'est pas évidemment le même cadre. Je voulais remercier évidemment tous les intervenants, car vous êtes tous très très occupés et que vous avez accepté avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance de participer. Je voulais ici également remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce colloque. Alors, mon éternelle complice Olivia Buixian, qui, parce qu'elle dirige le CRLD, nous permet généralement d'avoir des fonds pour faire des colloques, puisqu'il faut généralement deux laboratoires. Donc, à ce titre, je la remercie. Je la remercie évidemment d'être là, ce qui est aussi très important. Je remercie l'AMSH qui a financé une partie du colloque, l'AMSH Paris-Saclay. Elle m'a permis à cette occasion de relativiser les choses parce que je me suis aperçue que finalement il y avait pire que le comptable public de l'UVSQ. Il y avait le comptable public du CNRS et que alors ils sont très professionnels, mais alors ils ont des règles d'une grande rigueur. Alors j'ai longtemps enseigné en théorie les finances publiques et la comptabilité publique. Là, ça m'a permis de faire vraiment des cas pratiques. Et même si je fais plus le cours, si un jour je le refais, je pourrais avoir des exemples concrets à donner à mes étudiants. Et puis, je voulais surtout remercier, alors elle n'est pas dans la salle, mon assistante, Pierrine, sans qui rien n'est possible, qui a vraiment beaucoup œuvré pour ce colloque et elle mérite amplement que l'on la remercie. Elle est en plus adorable et charmante. Elle n'est pas là pour entendre les compliments. De toute façon, elle rougit à chaque fois qu'on lui fait un compliment. Donc, il ne vaut mieux pas qu'elle les entende. Mais elle sait très bien ce que, au quotidien, je pense d'elle. Et franchement, je fais tout pour la garder parce que si je la perds, ça serait dramatique pour moi et pour notre laboratoire. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Raphaël, qui a le triste privilège, si je puis dire, de commencer ce colloque. Merci Pascal, merci à tous. Et je me joins évidemment à Pascal pour les remerciements. Et à nouveau, vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être présent, d'avoir accepté de participer à ce colloque. Alors effectivement, j'ai le privilège ou pas de commencer cette journée avec une intervention consacrée au droit à l'éducation. Le droit à l'éducation, un droit créance, ciment du pacte républicain. Citoyens, après la gloire de donner la liberté à la France, après celle de vaincre ses ennemis, il n'en est pas de plus grande que de préparer aux générations futures une éducation digne de la liberté. Mais que doit faire le législateur ? Nous ne devons pas priver les enfants d'éducation. C'est à vous, républicains célèbres, que j'en appelle. C'est le peuple qu'il faut doter de l'éducation nationale. Après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Allons donc à l'instruction commune. Tout se rétrécit dans l'éducation domestique, tout s'agrandit dans l'éducation commune. Mon fils ne m'appartient pas, il est à la République. C'est à elle à lui dicter ses devoirs pour qu'il la serve bien. En 1793, la Convention nationale considère que l'enseignement est la première dette de l'État envers le peuple. Target, Condorcet ou encore Lepelletier ont proposé divers plans pour réaliser cette ambition.
Le 13 août 1793, à la barre de l'Assemblée, Danton prononce ces paroles qui peuvent être entendues comme la consécration politique, bien avant la Troisième République, du droit à l'éducation. À sa suite, tous les républicains érigent le droit à l'éducation comme une dette imputable à la puissance publique. Plutôt que de dette, aujourd'hui nous employons le terme de droit-créance en référence aux droits économiques et sociaux érigés par le préambule de la Constitution de 1946, dont le droit à l'instruction est inscrit à l'alinéa 13 et consacré, vous le savez, comme une norme de valeur constitutionnelle. La découverte, la reconnaissance, la protection, mais également la garantie du droit à l'éducation serait en réalité le résultat d'un triple mouvement. D'abord, une construction idéologique et juridique par l'État républicain afin de légitimer son autorité. Ensuite, l'État se serait volontairement soumis à cette injonction afin de réglementer cette fonction administrative. Et enfin, cette dette constituerait un truchement par lequel les citoyens pourraient commander à l'État des actions. Partant, le droit à l'éducation découlerait d'une juridicisation progressive de la fonction éducative. Alors, dans une première partie, je verrai le droit à l'éducation comme étant un instrument pour la construction de l'État et d'affirmation du pacte républicain. Mais avant d'évoquer le droit à, il paraît nécessaire d'étudier la place de l'éducation dans la société. En effet, qualifier le droit à l'éducation de droit-créance n'a de sens que si l'on considère qu'il est le fruit d'une construction idéologique, politique et juridique, aboutissant à la qualification de l'éducation en tant que service public. Or, si l'éducation n'est pas a priori une fonction intrinsèque à l'État, on en a néanmoins fait, avec une certaine audace, un élément constitutif de ce dernier. Dans un premier temps, l'éducation nationale constitue un besoin collectif au service de la légitimité de l'État. Si on se réfère aux prémices des lois de 1882, la position quasi unanime de la doctrine publiciste consiste à affirmer que l'instruction publique constitue un service public. Alors, certaines voix actuelles dénoncent toutefois le fait que, durant cette période, l'éducation nationale ne serait plus souvent identifiée par ce qu'elle doit être plutôt que par ce qu'elle est réellement sur le plan juridique. C'est à voir. L'éducation nationale, tout d'abord, constitue, qu'on le veuille ou non, un service public. Le service public est classiquement entendu comme une activité considérée d'intérêt général et pourvue de liens avec une personne publique. Pourtant, de récents travaux sur le service public de l'éducation nationale sous la Troisième République semblent remettre en cause la légitimité de cette création au motif, justement, qu'il s'agit plutôt d'une construction idéologique et non d'une construction juridique incontestable. Le discours des républicains imposant ainsi une vérité d'évidence. Pourtant, le pouvoir politique qui détient l'autorité, c'est bien le pouvoir politique qui détient l'autorité de déterminer en opportunité ce qui relève ou non d'un intérêt suffisamment important pour être qualifié d'intérêt général et donc d'être assuré par la collectivité. Dès lors, la détermination de l'existence d'un service public ne dépend pas de considérations exclusivement juridiques, mais aussi politiques, conjoncturelles, voire idéologiques. Et on l'oublie souvent, mais le droit public est en grande partie un droit politique. On le voit même aujourd'hui. Les écrits de Duguy, relatifs à l'enseignement public, sont explicites et montrent bien cette idée. Je le cite, « La conscience moderne n'admet pas, par exemple, que l'État n'intervienne pas dans le service d'enseignement. » L'originalité est que le service public de l'éducation fait l'objet d'un discours, ce qui signifie qu'il est extériorisé. En utilisant les instruments actuels de l'analyse des politiques publiques, on dirait qu'un problème public a été médiatisé et plus publicisé, puis mis sur l'agenda politique. Prenons-en acte, car après tout, il appartient bien au législateur, inspiré de la conception française de l'intérêt général, d'ériger tel ou tel service public. Le service public de l'éducation est un instrument également de légitimité de l'action de l'État. Parler de service public revient à parler de l'État. L'activité par laquelle se manifeste l'accomplissement des services publics rend légitime le pouvoir de l'administration. Le service public, dans la théorie des publicistes du début du XXe siècle, n'est pas seulement décrit comme le but de l'État, mais également compris comme un moyen de prévenir le désordre social. Et donc le fait pour l'État d'avoir absorbé la fonction éducatrice lui confère une certaine légitimité. Instruire le peuple devient une mission tellement sacrée qu'elle ne peut être assurée que par la puissance publique. Donc l'existence de l'État, son pouvoir et ses moyens d'action s'en trouvent donc renforcés. Mais également, l'éducation nationale est un vecteur de l'expansion de l'État-providence. En effet, la révolution industrielle du XIXe siècle entraîne de nombreuses conséquences sur la place et le rôle de l'État, et le droit à l'éducation y joue un rôle important. Avec les lois de 1882, l'État se fait éducateur et instructeur. Il lui appartient de construire des établissements scolaires, de former des instituteurs, de fournir les moyens matériels, d'élaborer des programmes, de construire des internats.
En parallèle, il lui appartient de confier aux communes des compétences en la matière et surtout d'adopter un certain nombre de textes contraignants. Partant, instituer un service public contribue à l'expansion de ce qu'on appelle en sociologie administrative l'espace administratif. Et donc, la fonction éducatrice va déborder au-delà de la simple transmission des connaissances en contribuant à l'avènement d'une administration nouvelle. Dans un deuxième temps, l'éducation est un projet hérité des Lumières, terreau d'une république en construction hier, ciment d'une république à préserver aujourd'hui. Napoléon, en 1806, disait la chose suivante: tant qu'on n'apprendra pas dès l'enfance s'il faut être républicain ou monarchiste, l'État ne formera point une nation. Pour faire la République, il faut la faire admettre. Le discours originel du service public de l'éducation est un plaidoyer pour la République contre la monarchie. Pour la Révolution française, l'éducation constitue un instrument de régénération de la cité. L'adhésion au gouvernement révolutionnaire n'est pas spontanée. La République n'ayant jusqu'alors jamais existé en France, il ne s'agit pas de la rétablir, mais bien de la fonder. Dès lors, la régénération de la société ne peut s'effectuer que par l'adhésion, spontanée ou forcée, aux idées nouvelles. Et par conséquent, les pouvoirs publics développent une activité sans précédent, dont l'unique but est d'amplifier le sentiment de cohésion nationale et d'attachement à une idée supérieure, la République. Les Jacobins, inspirés des théories rousseauistes, seront les plus actifs dans ce projet. Et la Révolution veut en effet résorber le divorce entre une nature pure et une civilisation corrompue et corruptrice dont la responsabilité incomberait à la monarchie. Et dans cette volonté radicale de rendre les citoyens meilleurs, à savoir républicains, plusieurs instruments sont réquisitionnés, les arts, la culture, mais également l'éducation, qui est donc une nécessité qui s'impose au pouvoir public. Par ailleurs, ne l'oublions pas, mais les nouvelles institutions révolutionnaires et républicaines ont besoin aussi de citoyens instruits. C'est donc un projet politique pour permettre d'atteindre le bonheur terrestre. Sous la Troisième République, l'ambition est d'installer durablement la République au moyen de l'éducation, toujours pour lutter contre la monarchie, mais également l'Église. Tout repose donc sur un mythe fondateur. Rendre l'école accessible à tous est une œuvre éminemment positive qu'il revient à la République d'avoir donnée au peuple. L'expression « République » s'invite dans les manuels scolaires qui en font l'éloge, et aimer la République est au programme obligatoire de l'enseignement primaire. L'éducation des citoyens n'a pas seulement pour finalité de garantir la démocratie, mais là encore, et j'insiste, légitimer la forme républicaine du gouvernement. Ces idées trouvent notamment leur prémisse dans le solidarisme de Léon Bourgeois. Donc la tâche de l'éducation est de créer cette unité des esprits et des confiances. Et pour cela, il faut que l'instruction soit offerte gratuitement à tous. Aujourd'hui, où la République semble parfois vaciller, les discours politiques sont certes moins brillants, mais relèvent pourtant une réalité. Le droit à l'éducation et l'obligation scolaire qui en découle constituent un moyen d'affermir les principes républicains. Ne peut être vécu, éprouvé, approprié que ce qui est compris. Ne peut être compris que ce qui a été explicité. Ne peut être explicité que ce qui est enseigné. Les valeurs s'apprennent et la scolarité obligatoire conjugue ainsi plusieurs finalités. Respecter autrui, acquérir et partager les valeurs de la République et construire une culture civique. C'est encore un projet politique que l'on retrouve inscrit à l'article L111-1 du Code de l'éducation. Bon, je ne vais pas vous le citer. Si. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Nous verrons maintenant, dans une seconde partie, que s'il s'agit d'une œuvre humaniste et universelle, l'instauration d'un droit à l'éducation n'en demeure pas moins une finalité politique et idéologique, qui devient, par la force des choses, une véritable charge pour l'État dont il doit assurer désormais l'effectivité. Dans un premier temps, effectivement, ce droit à l'éducation constitue l'expression d'une dette positive de l'État. Les propos de Danton, j'insiste, désolé Pascal, sont révélateurs du fait que la notion, même non exprimée de droit-créance, remonte au débat des années 1793, où un certain nombre de révolutionnaires entendent conceptualiser des créances individuelles minimales dans différents domaines, comme l'assistance, mais également l'instruction. La fréquente référence à une dette de la société et l'emploi de termes comme nation, collectif ou collectivité soulignent une exigence de solidarité, là encore, que seule la puissance publique peut mettre en œuvre. La consécration récurrente du droit à l'éducation implique donc la reconnaissance de la compétence de l'État en la matière.
C'est encore ce que l'on retrouve dans le Code de l'éducation. L'éducation est la première priorité nationale. Le droit à l'éducation est garanti à chacun. Alors, nous n'avons pas le temps ni la prétention de discuter de la notion même de droit-créance. Nous nous placerons par prudence sous les auspices de Georges Burdeau, pour qui le droit-créance se présente comme la prétention légitime à obtenir de la collectivité les interventions requises pour que soit possible l'exercice de la liberté. Mais à l'instar de nombreux auteurs, observons que les approches traditionnelles de la notion de droit-créance débouchent sur une aporie. Le texte fondamental proclamerait un droit, mais ce droit n'existerait que dans le cadre de mesures d'application, au risque de rester lettre morte. Dès lors, l'intervention de l'État est nécessaire pour mettre en œuvre cet objectif social du droit à l'éducation. Et l'attitude active du législateur recouvrirait donc non seulement l'adoption d'une réglementation poursuivant un objectif précis, mais aussi la détermination des modalités selon lesquelles l'individu peut prétendre à l'obtention de prestations concrètes et matérielles. Par conséquent, le droit à l'éducation, en ce qu'il énonce l'obligation d'un service public gratuit et un égal accès à l'instruction, impliquerait une créance opposable à la collectivité, c'est-à-dire un droit qui devient exigible dans le cadre de normes de concrétisation. Et comme la garantie des droits fondamentaux appelle une attitude active, le droit à l'éducation induit alors un système d'obligations qui pèse sur l'État, lequel a le devoir d'organiser le cadre de l'obligation scolaire. L'universalité du principe s'affirme, le droit à l'éducation étant garanti à chacun, et l'État étant garant de l'égalité de traitement, ce dernier doit prendre l'ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le rendre effectif. Ce qui consacre une obligation de résultat, et la carence de l'État est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. Nuançons toutefois notre propos, l'effectivité de cette dette dépend également d'une obligation incombant aux familles, puisqu'une démarche active de scolarisation des enfants doit leur être imputable. Dans un second temps, le droit à l'éducation constitue également une injonction des citoyens qui sont titulaires de droits subjectifs. On assiste aujourd'hui à une matérialité croissante des droits. La politique de modernisation administrative, de manière générale, est rythmée par le rappel constant de ce qu'on appelle aujourd'hui l'usager créancier. Cette évolution n'est pas sans lien avec un autre mouvement qui affecte l'administré, celui qui est typique de nos transformations actuelles du droit et de l'avènement de l'État-providence, c'est-à-dire l'émergence de l'hypersubjectivisation. Il existerait une multiplicité de titres conçus comme des pouvoirs d'exiger des autorités publiques une action en vue de garantir un intérêt ou une liberté juridiquement protégée, sorte de droit opposable. Pour le doyen Cardonnier, une caractéristique du droit de notre époque aura été la tendance à se subjectiviser, à se résoudre en une averse de droit subjectif. Et pour Guy Carcassonne, l'état de droit est devenu l'état de droit. Ce mouvement conduit dès lors à la floraison de revendications visant à voir reconnaître certains droits relevant du droit à l'éducation. Et cela se manifeste par plusieurs phénomènes. Je serai bref sur ces points. Une extension des droits et des libertés par le biais notamment de la multiplicité des normes, qu'elles soient nationales ou internationales, ce qui n'est pas sans entraîner parfois certains conflits de droits ou conflits de liberté. Et d'autres droits ou libertés sont consacrés, qui en découlent. L'obligation scolaire, le financement des collectivités, la liberté d'expression, la liberté de réunion, d'association, l'accueil des élèves en situation de handicap, le droit de poursuivre ses études, l'accessibilité, etc. Notons aussi, et c'est un élément intéressant, que l'un des principaux instruments visant à garantir le droit à l'éducation repose sur une liberté fondamentale, la liberté de l'enseignement, qui fait en réalité peser aux parents, je l'ai déjà dit, le choix de déterminer le mode d'instruction. Ensuite, la concrétisation des droits subjectifs et opposables suppose la mise en œuvre de politiques publiques de grande ampleur afin d'atteindre ces objectifs. Je n'en parle pas plus, il s'agit simplement des politiques en matière d'éducation. Et enfin, cette opposabilité est tenue par une juridictionnalisation croissante des rapports. En effet, le mécanisme même du droit public subjectif intègre une possibilité de sanction du non-respect du droit en cause grâce à une procédure juridictionnelle. Enfin, observons que pour la mise en œuvre de ce droit à l'éducation, il est nécessaire de construire d'autres systèmes juridiques. Le droit de l'enseignement, le droit des élèves, le droit de la vie scolaire, etc. D'une certaine manière, d'un droit en faveur de la République, d'un droit en faveur des usagers, on bascule pour le faire respecter et appliquer à un droit
de l'État. Je vous remercie. Merci Raphaël. Alors moi, je vais vous faire finalement le contrepoids, parce qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la même opinion, puisque je partage un peu ce qu'il dit, mais moi j'ai tendance à penser que le droit de l'éducation, c'est finalement assez peu un droit de créance et beaucoup un droit régalien. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, le droit à l'éducation est pour chacun d'entre nous conçu comme un droit de l'homme. Qualifié de droit créance, il laisse à penser qu'il s'agit d'un droit arraché, conquis de haute lutte par les individus contre l'État et contre la famille. Pourtant, l'histoire de l'éducation, c'est aussi et surtout l'histoire d'une lutte de pouvoir, d'une bataille sans merci pour la formation des consciences, et cela bien avant l'avènement de la République. Mais c'est aussi un outil puissant au service de l'économie, du maintien de l'ordre public, mais également un instrument de tri social. Sur le plan historique, l'éducation a d'abord été une affaire de famille, pour devenir progressivement et difficilement une affaire d'État. Depuis la fin du Moyen-Âge, on assiste à un très lent mouvement de scolarisation au détriment de la famille et au profit des gens d'écriture. À l'origine, il y a une société sans école, et la transmission du savoir ou des savoirs se fait sur le tas, au champ, à la boutique ou à la maison. L'école n'est pas inexistante, mais elle est réservée aux clercs. L'immense majorité de la population, y compris les chevaliers, est alors incapable de lire, d'écrire ou même de signer un document. Et c'est ce monopole de la maîtrise de l'écrit, et en particulier du latin, qui assurera la mainmise de l'Église catholique sur l'enseignement. Et puis, l'Église catholique sera menacée par le protestantisme, parce que, basée sur une lecture directe des textes, et non plus sur une tradition orale, la religion réformée impliquera nécessairement l'alphabétisation, largement facilitée d'ailleurs par l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Ainsi, l'école, d'abord l'affaire de l'Église catholique et romaine, deviendra, avec la Réforme, l'histoire d'un affrontement entre les églises, puis à la Révolution, celui des églises et de l'État. Pour les églises, l'éducation est d'abord un outil d'évangélisation. L'essentiel de l'instruction doit être centré sur la foi chrétienne. Et le savoir profane n'est pas totalement absent, mais il reste accessoire. La Révolution française a quant à elle beaucoup pensé et légiféré sur l'éducation. Malheureusement, l'absence de moyens et la rareté des maîtres feront échouer l'idée d'une école pourtant dont le principe est défini, de la création et l'organisation d'une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite pour les connaissances indispensables et élémentaires. Cependant, faute de moyens, l'instruction du peuple restera très limitée pour les hommes et inexistante pour les femmes. L'instruction des filles n'est d'ailleurs pas la préoccupation des révolutionnaires, ni de ceux qui suivront. La conception du rôle de la femme dans la société d'alors y est pour beaucoup. La femme ne travaillant pas au dehors, il n'apparaît pas utile de l'instruire. La femme ne votant pas, elle n'intéresse que très peu les révolutionnaires, pour qui l'école est d'abord faite pour former des citoyens, à quelques exceptions près, notamment Nicolas de Condorcet, dont certainement Nathalie va nous parler tout à l'heure. L'éducation féminine doit, dans l'esprit du temps, relever de la famille ou de l'initiative privée et se restreindre à ce qui est utile à la vie domestique et à son futur et unique rôle d'épouse et de mère. Cependant, la question religieuse fera évoluer la question de l'éducation des filles. Celui qui tient la femme, celui-là tient tout. D'abord parce qu'il tient l'enfant et ensuite parce qu'il tient le mari.
dira Jules Ferry dans un discours du 18 avril 1870. Pour les républicains, il deviendra alors urgent d'arracher la femme à l'influence de l'Église. Les lois Jules Ferry institueront en 1881 la gratuité de l'école publique, puis la rendront obligatoire pour tous de 6 à 13 ans en 1882, quel que soit leur sexe. La mainmise de l'État sur le système scolaire n'aura de cesse de se renforcer. Elle ne sera cependant pas absolue et laissera subsister un enseignement privé parallèle, sans que toutefois l'État ne renonce à conserver un œil attentif sur l'enseignement qu'il n'assure pas lui-même. Alors que la Révolution avait du moins dans le principe instauré un monopole de l'État sur l'enseignement, comme on pouvait s'y attendre, la Restauration marquera le pas de la laïcisation de l'enseignement. Au-delà de l'aspect idéologique, la Restauration fait œuvre finalement de pragmatisme, en s'appuyant sur l'existence sous l'Ancien Régime et répond comme elle peut à une pénurie d'enseignants formés. L'enseignement restera cependant sous le contrôle de l'université et n'est pas libre. La revendication en faveur de la liberté de l'enseignement sera à partir de 1830 une revendication constante des catholiques libéraux. Relativement douce dans un premier temps avec la loi Guizot de 1833, elle deviendra plus agressive avec la loi Fallou de 1850 qui, rompant avec le contrôle de l'État, permettra la libre ouverture des écoles privées qui connaîtront un développement important au grand bénéfice d'ailleurs de l'éducation des filles délaissées par un système public en construction. Les lois Ferry ensuite auront pour ambition d'être une réponse au développement de l'enseignement privé, en développant un système d'enseignement public et laïque et surtout gratuit, alors que ces écoles privées sont payantes. Et c'est la gratuité qui incitera malgré tout le peuple, encore très largement sous l'influence de l'Église, à y envoyer ses enfants. Mais même les lois Jules Ferry ne remettront pas en cause l'existence de l'enseignement privé, en raison principalement de l'incapacité pour le système public de faire face à la pénurie d'enseignants. L'enseignement dans les écoles publiques était alors par nécessité assuré largement par des ecclésiastiques. Et il faudra attendre la loi Goblet du 30 octobre 1886 pour que l'enseignement public soit confié à des enseignants exclusivement laïques. Le contexte organisationnel explique pour une large part les échecs, également les évolutions de la politique éducative. C'est sans doute parce qu'ils pouvaient désormais se le permettre que les républicains, à partir de 1899, reprennent la guerre scolaire. La loi de Bré y mettra fin avec succès 60 ans plus tard, en permettant aux établissements d'enseignement privé qui le souhaitent conclure un contrat avec l'État tout en définissant leurs obligations réciproques. Et même si les adversaires de la loi y voyaient un renoncement de l'État et le financement d'activités privées par des fonds publics, les nouvelles dispositions ont largement contribué à renforcer le pouvoir de l'État sur un système d'enseignement que désormais, certes, il aide, mais qu'il contrôle fortement. Instrument de formation des consciences, l'enseignement est aussi un outil avant tout au service de la société, sans doute accessoirement, finalement, au service des usagers. L'éducation est à la fois un outil de pacification de la société, il est au service de l'économie et il est un instrument de sélection sociale. L'éducation a de tout temps été un outil de maintien de l'ordre public. Sous l'Ancien Régime, les petites écoles permettaient de soustraire à la rue de jeunes enfants livrés à eux-mêmes, enfants trouvés ou trop jeunes pour être occupés aux travaux des champs. Ce phénomène s'amplifiera au XIXe siècle dans les classes populaires. La scolarisation va devenir la réponse à l'enfance livrée à elle-même. Enfermer les enfants dans des écoles permet à la fois d'assainir la rue d'une délinquance juvénile endémique en inculquant en même temps les règles de la religion et de la morale, y compris dans les écoles laïques après la Révolution. Pendant longtemps, cette instruction doit être limitée au rôle social que chacun est amené à jouer.
Elle n'a pas un rôle d'émancipation sociale. L'éducation n'a pas à être universelle. Elle doit s'adapter au rôle social assigné à chacun. Même les philosophes des Lumières ne voient pas la nécessité d'éduquer le peuple au-delà du minimum. Le XIXe siècle ne sera pas tellement différent. Pour les plus conservateurs, l'école est même le lieu d'apprentissage de la résignation sociale. Plus tard, l'esprit des républicains ne sera pas tellement différent. L'école est avant tout un instrument de stabilité sociale. Elle n'a pas pour fonction de remettre en cause les hiérarchies sociales. Les républicains se contentent, mais pouvaient-ils penser autrement, selon l'esprit du temps, à préparer les enfants du peuple à la vie courante et à la vie professionnelle? L'éducation a aussi une part importante dans l'évolution de l'économie. Le système scolaire doit fournir à l'économie la main-d'œuvre dont elle a besoin. À partir du XVIIIe siècle, l'industrialisation de l'Europe occidentale induira des changements majeurs dans l'organisation sociale. Il en résulte une modification lente mais profonde du système éducatif. Pourtant, jusqu'au milieu du XXe siècle, l'immense majorité de la main-d'œuvre ouvrière n'a pas de formation professionnelle. La formation, là encore, se fait sur le tas, en particulier dans l'agriculture, mais également dans l'industrie et le commerce. Cependant, entre 1880 et 1960 se produit un long mouvement de scolarisation de la formation des ouvriers et des techniciens français. La formation technique a cependant été laissée largement à l'initiative privée et aux communes. L'État ne s'intéressant qu'à l'élite, notamment par la création des écoles d'ingénieurs ou des grandes écoles, pour faire face aux besoins en personnel d'encadrement de l'État. Après la Grande Guerre, la demande en manœuvre qualifiée est forte pour reconstruire le pays et reconvertir l'économie de guerre. En 1919, la loi Astier tentera de développer la formation professionnelle, sans grand succès, faute de réel financement. À la veille de la guerre, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée est patente et explique pour une part la persistance du chômage. C'est finalement le régime de Vichy qui impulsera de manière forte l'apprentissage en milieu scolaire. La raison est avant tout idéologique, occuper la jeunesse ouvrière et la contrôler. Dans les années 50, à l'aube des 30 Glorieuses, le pays souffre d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Des mouvements économiques et sociaux de grande ampleur, tels que l'exode rural, l'industrialisation ou le développement du secteur des services, vont booster la demande au-delà de la période de scolarisation obligatoire. Le plan Langevin-Wallon tentera, même s'il échouera, de faire adopter une réforme du système scolaire en strates successives et non plus en strates parallèles, par la fusion du primaire supérieur et du secondaire. Les raisons de cet échec sont multiples. La première, la plus évidente, est évidemment l'instabilité ministérielle qui est endémique sous la IVe République. Mais il y a également des raisons plus profondes, liées à l'opposition corporatiste entre les instituteurs et les professeurs. La fusion du primaire supérieur et du premier cycle du secondaire supposait une réforme des programmes avec un tronc commun, contraignant à adopter une position médiane pour s'adapter à des publics très différents. Les professeurs, jusqu'ici en charge des enfants de l'élite sociale, défendaient une certaine idée de la culture basée sur les humanités, alors que les instituteurs, plus près du peuple, dont ils étaient pour la plupart issus, jugeaient les humanités, et tout particulièrement le latin, trop éloignés des réalités et des besoins des classes populaires. Il faudra attendre 1959 et la réforme Berthoin pour que cette réforme structurelle, pensée 20 ans plus tôt, se réalise. La question qui est en filigrane dans tout le discours sur le droit à l'éducation est son rôle dans la reproduction et la sélection sociale. Les enjeux de la démocratisation sont doubles, mais sans doute contradictoires. Il s'agit d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à l'éducation pour aboutir à l'évolution du niveau culturel général de la population, tout en permettant une distribution des rôles sociaux, non plus selon l'origine sociale, mais selon le mérite.
L'école républicaine du XIXe siècle a souhaité le développement de l'institution pour ses conséquences morales et politiques. Lutter contre la misère qui génère la délinquance et faire des citoyens fidèles à la République, pas d'en tirer des conséquences sociales. Elle n'est pas une école qui opère le tri social par le brassage social, car celui-ci est inexistant et les itinéraires sont parallèles. L'enseignement primaire et l'enseignement secondaire ne constituent pas des étapes successives, mais deux enseignements et des établissements parallèles. Les enfants du peuple ne fréquentent pas les enfants de la bourgeoisie, y compris à l'école primaire, car ces derniers fréquentent les écoles primaires des lycées et des collèges. Et les enfants du peuple n'accèdent que très rarement, à part les plus doués, à l'enseignement secondaire qui mène au baccalauréat. L'allocation entre les deux systèmes se fait selon le souhait des familles, non pas selon la volonté du système éducatif. La massification de l'enseignement dans la seconde moitié du XXe siècle va rendre indispensable l'orientation et va confier à l'école le pouvoir de sélection sociale qui auparavant appartenait aux parents. Pour que ce tri puisse se faire, l'école unique va s'imposer. Le système scolaire, du moins en apparence, pourra alors devenir un instrument de tri social, basé sur l'idée que c'est le diplôme contrôlé et délivré par l'État qui, en fonction du mérite, va permettre cette hiérarchisation sociale. Pourtant, l'époque contemporaine n'est pas à un paradoxe près. Pour nos contemporains, selon le principe du mérite, c'est-à-dire la méritocratie, se rattache plutôt à des idées de droite, alors que la gauche, ralliée aux idées bourdieusiennes, y voit un alibi aux inégalités et à la reproduction sociale. Pourtant, le rattachement du principe de la méritocratie aux souhaits des classes dominantes est inexact. Elles ont été au contraire largement hostiles à la sélection par le mérite, qui présente un risque évident d'éviction de leurs propres enfants et voit une atteinte aux droits des parents, surtout l'allocation du pouvoir de tri social au système éducatif. Les élites ont développé des stratégies de contournement qui leur ont permis de conserver dans une certaine mesure le pouvoir sur l'orientation et donc sur la sélection sociale. Dans l'enseignement secondaire, par exemple, elles ont massivement investi les filières qui leur permettent de conserver leur rang social et passer le cap de la sélection. En cas d'échec, elles ont contourné l'obstacle en recourant à un système parallèle, l'enseignement privé. Et dans l'enseignement supérieur, elles ont, pour beaucoup délaissé l'université, très largement investie par les classes moyennes, en empruntant la voie des grandes écoles. Ce rapide survol des aspects historiques des évolutions de notre système éducatif et des fonctions de l'éducation conduit inéluctablement à s'interroger sur la latitude dont dispose l'enfant. Le droit à l'éducation est d'abord un droit assez original puisqu'il est obligatoire, même si cette obligation peut être remplie en dehors du service public. Pour l'enfant, les possibilités de choix sont finalement assez limitées, parce que souvent mineur, il dépend entièrement du choix éducatif de ses parents. Quant à eux, leur rôle est assez restreint. Ils peuvent certes choisir le lieu d'instruction, dans des établissements publics ou dans des établissements privés, voire dans les familles, par les parents eux-mêmes, mais en respectant dans tous les cas un minimum d'éducation symbolisé par le socle commun des connaissances et de compétences. Par ailleurs, l'élève, même placé au centre du système éducatif, est soumis à des contraintes qui sont définies par d'autres. Le Code de l'éducation, par exemple, en son article L. 313-1, dispose en effet que si l'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, elles dépendent également de leur aptitude et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. En outre, les aspirations se heurtent très rapidement à l'évaluation de leur résultat scolaire par les enseignants. Certes, la décision d'orientation peut être contestée, mais le juge, pour peu que la décision soit suffisamment motivée, se refuse à contrôler les appréciations des conseils de classe en dehors du contrôle minimum. L'obligation de l'État est d'assurer la scolarisation de tous les élèves dans un établissement relevant de la zone de desserte
de leur établissement, sous réserve des capacités d'accueil. Dans l'enseignement supérieur, qui n'est pas soumis à l'obligation scolaire, les étudiants finalement sont soumis à des contraintes assez identiques. Même si l'obtention du baccalauréat leur octroie un droit d'accès à l'enseignement supérieur, les limites des capacités d'accueil sont très souvent un frein à la liberté de choix des études. En dehors même des filières officiellement sélectives, le choix de la filière est largement limité dans des filières en tension, et on verra ça demain dans toute la partie sur ce Parcoursup. Parcoursup ou la sélection en master sont autant de freins à la liberté de choix des étudiants. L'État, finalement, conserve la maîtrise du système éducatif. Il doit assurer, certes, la scolarisation de tous les élèves, y compris en situation de handicap, mais il conserve la maîtrise du choix de la création des filières et de leur diversité. Certes, avec la massification de l'enseignement, en particulier dans l'enseignement supérieur, il y a des risques importants de contentieux potentiels. Dans le contexte contemporain de juridisation des conduites et des rapports entre l'État et les citoyens. Le droit à une place en master, par exemple, ou en première année, même s'il n'implique pas le droit d'exiger une place dans la filière de son choix, sont autant de défis que devra relever le pouvoir politique, pris en étau entre le droit à l'éducation et les contraintes budgétaires, dont on sait qu'elles ne constituent pas, selon la jurisprudence administrative, un alibi opérant au refus de scolarisation. Pour conclure, si l'évolution du service public de l'éducation n'échappe pas au mouvement plus général de subjectivisation des droits et de consommation des services publics, il conserve, à mon avis, une place singulière comme vecteur de transmission des valeurs. Il n'a jamais été et ne sera jamais neutre. Neutre voudrait dire qu'il ne prend pas parti, qu'il ne cherche pas à modifier le cours des choses. Et de ce point de vue, le service public de l'enseignement est tout sauf neutre. Il a construit la République. Il tente aujourd'hui de la préserver, avec beaucoup de difficultés. Je vous remercie.